Oh, bonsoir les amis, vous reconnaissez là le Ginkgo biloba, magnifique, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. Voilà. Donc là je m'installe tranquillement dans le jardin public. Je m'adosse à mon sac et à mon vélo pour vous faire une toute petite vidéo. Enfin, j'espère. Donc je pense que vous savez que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Je regardais un texte ce matin qui parlait justement de la Deuxième Guerre mondiale, où l'on parlait du Japon, et le texte expliquait que déjà le Japon était de facto entré en guerre contre les États-Unis et inversement. D'abord parce que les États-Unis avaient fait un embargo et parce que les Japonais attaquaient des îles et des territoires. Alors, il y avait le massacre de Nankin, hein. Ils appellent ça le viol de Nanjing. Et il y avait plusieurs exactions comme ça, aux Philippines, certainement l'Indochine. Donc la Troisième Guerre mondiale était déjà là, un petit peu comme la guerre du Vietnam, où soi-disant les Américains n'étaient pas intervenus, mais ils avaient des intervenants qui vendaient des armes aux Vietnamiens et qui les entraînaient au Cambodge. Comme là, on vend des armes aux Ukrainiens et on les entraîne en Pologne, en Roumanie, voire en Hongrie. Alors que là, en fin de compte, ce qui s'est passé, il y a une centaine de Français qui sont morts, mais ça vous en entendrez sûrement pas parler. Alors c'est sur une chaîne où la personne, dès le début, dit que avant de donner ces informations, il est passé par plusieurs canaux, donc des chaînes d'information turques, biélorusses, ukrainiennes, etc. Et qu'en fin de compte, du côté je crois que c'est de Dnipro, il y avait une réunion. Alors la réunion, elle est facile à voir, hein. Il suffit de regarder sur sur ces soi-disant satellites qui n'existent pas, thermiques, des réunions de personnes, hein, des réunions de petits points rouges, et on sait qu'il y a une réunion. Donc ils ont balancé, j'ai vu l'explosion, un seul missile, vous savez, on dirait un petit drone comme ça, enfin un petit drone, ça ressemble plutôt à un avion. Et ça tombe dessus, et sur à peu près un rayon de 200-300 mètres, il n'y a plus rien. Ça souffle sur 300 mètres de diamètre, donc c'est immense, hein, les amis. Et dedans, il y avait une cinquantaine de Français. Alors il y avait des Anglais, il y avait des Canadiens. Voilà. Donc, que dire de ces deux officiers anglais en uniforme, avec des valises et des cartes où étaient cochées les places fortes russes, les dépôts de munitions, les postes de commandement russes, qui ont été faits prisonniers, ainsi qu'un membre du MI6. Que dire d'Odessa? Pratiquement une heure avant l'explosion du côté de Dnipro, il y a eu à Odessa, pareil. Alors Odessa, vous savez qu'Odessa, ce sont des gens dont le cœur est russe, hein. Tout le monde parle russe là-bas. Ils défendent la ville créée par Sainte-Catherine, enfin la Grande Catherine, pardon, est dessinée par un architecte français. Et bien, ils renseignent les Russes sur ce qui se passe là-bas. Et c'est pas la première fois qu'à Odessa, il y a des réunions temporaires comme ça. Alors on dit c'est des mercenaires. C'était des mercenaires français, je crois qu'il y en avait pareil, une quarantaine, qui se sont fait exploser comme ça. Et la télévision turque refuse de dire que ce sont des mercenaires, vu qu'ils étaient en uniforme français.
Donc ça veut dire que ce sont des soldats français qui ont été envoyés donc, par Macron pour combattre sur le sol russe, et pas en tant qu'observateur, hein, tu n'as pas besoin de mettre 50 personnes, voire 100 personnes en observateur. Et contrairement à ce que disait, je crois que c'était Lavrov, nous n'allons pas recevoir leur cercueil sur les tarmacs avec le drapeau bleu, blanc, rouge dessus et faire des cérémonies, etc. Je pense que ces familles de militaires vont être mis au courant, tomber sur le front, tomber pour la patrie, tomber pour les intérêts de Zelensky et de Macron surtout. Et la famille, ben, tant qu'elle fermera sa bouche, elle continuera à toucher la solde du soldat qui est mort. Voilà. Donc je trouve ça un petit peu, hein, ça fait, d'après ce que j'ai compris, près d'une centaine d'officiers, hein, quand même. Alors, vous imaginez tous ces lieutenants qui vont là-bas. Je veux bien croire qu'il y a la prime, mais je ne comprends pas comment on peut aller, soi-disant, lutter pour la démocratie. Hein. Par exemple, vous voyez, quand on parle de démocratie, on parle des valeurs de l'Europe. Hein. C'est pas la démocratie, c'est la démocratie à l'européenne, si tu veux. La République maçonnique et sa démocratie qui n'est pas une démocratie. Mais c'est pareil au Japon. Quand MacArthur a rendu le Japon aux Japonais, hein, en 51-52, il s'est vanté plus ou moins d'avoir installé une démocratie. Et quand on parle de démocratie là-bas, au Japon, à cette époque-là, une démocratie soi-disant agréée par l'empereur. Ben, l'empereur, il agrée ou il est pendu. Hein. Donc il ne fallait pas toucher à l'empereur. Mais par contre, tous les criminels de guerre qui étaient du côté de l'empereur, qui étaient dans des camps en attendant, hein, dans des bagnes en attendant, c'est l'équivalent de Guantanamo, hein, je crois que c'est appelé ça Nakano. Les prisons là-bas. Ben, ils ont été libérés pour lutter contre le communisme. Donc la démocratie à l'américaine imposée aux Japonais, c'était l'anticommunisme. Comme en ce moment, la démocratie imposée à toute l'Europe de l'Est, c'est la russophobie. Alors peut-être que c'est basé sur l'ancien anticommuniste de la guerre froide, hein, ça je veux bien le croire, contre les soviétiques, mais bon, il n'y a plus de soviétiques. À Moscou, il doit y avoir 2-3 cafés où tu peux payer encore en kopek et y aller avec tes décorations soviétiques. Hein. Enfin, je retrouve les miennes. Hein. Je vous avais dit que quand j'avais 14 ans et que je bossais dans un jardin d'animaux, là où on soignait les animaux, qui étaient blessés par les chasseurs, qui revenaient de la Mucocadix, la marée noire et tout ça, il y avait eu des pontes soviétiques qui étaient venus, puisque le maire était communiste, et il m'avait décoré de trois insignes. Alors pour moi c'était des pins hein, à l'époque, hein, même si on ne parlait pas de pins. Et peut-être que je les ai donnés, peut-être que pour moi ça n'avait aucune valeur, et en fin de compte je m'aperçois que ça a une très grande valeur dans le monde soviétique. Hein. C'était la médaille du travail, la médaille de Staline et la médaille d'honneur. C'était vraiment des toutes premières décorations, j'allais dire, nationales ou militaires. Mais moi j'ignorais tout de ça, quoi. J'étais content de voir un jeune qui bosse, qui seront utiles. Alors à savoir que dans l'époque soviétique, un mineur par exemple touchait 2 fois à 3 fois le paiement d'un médecin. Parce que le mineur, lui, l'État il en avait besoin. Voilà. Il avait vraiment besoin de mineurs pour extraire le charbon. Et d'ailleurs, il y a des statues qui ont été faites. Des statues, alors les statues à la soviétique, hein, c'est des machins qui peuvent faire de 10-20 mètres de haut, hein, si c'est pas plus, hein, à la gloire des
de ce mineur qui avait extrait je ne sais combien de charbon. Enfin, voilà. Il y a de la légende un peu là-dedans, mais voilà, les mères de famille, les mineurs, les héros qui se sont mis en travers de la route du nazisme, ils ont leur statut là-bas. Nous, les Français, maintenant, quand ils font des statuts, c'est comment on appelle ça, un méga clitoris, à Nantes, je crois que c'était une femme qui pisse debout, avec un petit corps et une immense vulve. Mais que font les féministes mon Dieu, que font les féministes? À part faire rentrer des migrants par millions et des LGBT, c'est-à-dire de faire rentrer nitro et glycérine, et le jour où ils vont se faire la bise, ça va exploser, quoi. Donc voilà, la guerre est commencée, hein, donc bientôt vous allez voir, petit à petit on va rentrer dans une économie de guerre. Certains disent que c'est commencé, mais faut pas se leurrer, là, c'est peut-être nos dernières vacances vraiment tranquilles enfin tranquilles. Il y a des bars, il y a des restaurants où il y a 0 personne de la saison. C'est un retour pour avoir exigé des masques et des machins comme ça. Voilà, c'est comme on disait au temps des gilets jaunes, tout se paye. Tout se paye. Rien n'est gratuit. Et ceux qui ont empêché les gens et qui les ont foutus dehors, parce qu'ils n'avaient pas de masque, eh bien, maintenant leurs boîtes, ils sont obligés de fermer. Je me souviens d'un café à Saintes, là, le point central, qui s'était même passé aux infos, hein, où il y avait des gars qui avaient pété la gueule aux serveurs qui exigeaient des masques et des machins comme ça, quoi. Faut savoir que ici, tu as des bars où les mecs ils vont régulièrement tous les jours depuis 30-40 ans, et tout d'un coup on leur dit un mec qui ne connaissent pas, là, avec une houppette de sac poubelle sur la tête, là, et un slim, tu vois, et un petit air de mannequin Bilal, là, tu vois, leur dire monsieur vous ne pouvez pas rentrer, il vous faut un masque et un certificat. Le mec il se lève, il lui fout son poing sur la gueule. Elle n'aurait pas fait ça si le serveur était un rugbyman, mais bon, c'est pas un métier de mec ça. Avant les serveuses, c'était des serveuses, elles dansaient sur la table à moitié nues, et elles avaient leur chambre en haut pour finir la soirée avec les clients, quoi. On a retrouvé ça à Pompéi. À Pompéi, on a trouvé dans les tavernes des chambres avec les noms des serveuses, tu vois. Et puis bien sûr des fresques qui en disent long sur les pratiques qui étaient faites dans ces chambres-là, quoi. Voilà, donc danseuses, serveuses et prostituées, c'était les mêmes, hein. Peut-être jusqu'à maintenant, je pense que ça n'a pas changé, hein. Voilà les amis, donc juste un petit mot pour vous dire que tiens, les Russes ont coulé une espèce d'avion, pas d'avion, de cargo civil, de bateau là, dans la mer du Nord, il me semble, c'est la mer du Nord, où il y avait dedans des tanks, des missiles, des armes et tout en direction d'Ukraine. Donc on pense que ça venait d'Angleterre. Sinon oui, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, c'est quand même les 3 pays, si ça pète, qui risquent de se prendre un truc sur la tronche, quoi. Après, moi, depuis que j'avais des crises d'asthme quand j'étais enfant, je me suis appris à vivre au jour le jour, je dirais même à la seconde. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire des projets sur le long terme. Et la méditation dans les monastères, bien sûr, les monastères zen, ne m'a pas soigné de cet ici et maintenant, de cette incité, de cette concentration sur l'incité. Et là, je trouve ça très bien aussi, hein. Nous ne sommes sûrs que de ce qui est ici et maintenant, tout le reste, on peut douter. Hein, le monde est-il une création de notre esprit? Ce serait logique. Mais quoi qu'il en soit, comme je dis, pensez la paix, visualisez la paix. C'est pas obligé que les bombes nous tombent dessus. Surtout que la Russie, qui est le plus grand pays du monde, qui a la plus grande armée du monde,
et la plus puissante armée du monde aurait le moindre intérêt à venir chez nous, quoi. Déjà, s'ils sont alliés à l'Inde et au Japon et à la Chine, plus la Corée du Nord, et l'Amérique du Sud, et d'après ce que j'ai compris, ils sont alliés militairement. On pèse pas lourd, hein. Voilà, donc la France est rentrée en guerre depuis un moment contre la Russie. L'Angleterre aussi, l'Allemagne qui fournit des armes aussi. Et vous savez ce que les Russes pensent des armes allemandes qui viennent sur leur territoire, hein. Surtout quand ils sont rentrés à Kursk, hein. Ils sont re-rentrés à Kursk, disons. La bataille de Kursk est assez célèbre. Alors je dirais pas que les Russes sont un peuple belligérant, belliqueux, tu vois, comme les Anglais le sont, comme les Allemands l'étaient. Après, les jeunes Allemands, c'est-à-dire ceux qui sont nés après la guerre, ils avaient plutôt la honte d'être allemands, hein, on leur foutait la honte d'être allemands. Hein. Et cette culpabilisation, une grande partie de leur production et de leur richesse était forcément envoyée en Israël en compensation des malheurs, de ceux qui ont beaucoup souffert. Depuis le temps, je crois que c'est bon, quoi. C'est comme les autoroutes, hein. Au bout d'un moment, ils ont été payés, là, c'est bon, ils ont été remboursés, là, faut arrêter. Ne croyez pas ça, hein. Ça continue ad vitam aeternam, et même après la mort de la dernière victime. En devoir de mémoire. N'oubliez pas qu'il faut payer, hein. C'est ça le devoir. C'est la mémoire du devoir de payer. Donc imaginez le maximum, que le plus, comment dire, le plus positif possible, le plus beau possible. Imaginez un monde de paix, mais attendez-vous au pire quand même, parce que le pire risque d'arriver, mais à mon avis ça ne viendra pas des Russes, hein. Le pire viendra de l'intérieur, hein, d'un Macron qui se sent acculé de tout ce qu'il a à se reprocher, avec son couple maudit, son faux couple maudit illégal. Et c'est quand il a épousé Jean-Michel, les mariages entre hommes n'étaient pas autorisés. Donc c'est un faux couple, une fausse image, un rôle qu'il joue, de personnes traumatisées et vivant dans un faux semblant et entraînant les autres dans leur délire. Et entraînant 70 millions de personnes dans leur délire. Et je pense qu'il est prêt à nous déclencher une guerre civile. Alors, les musulmans contre les non-musulmans, je suppose. Hein, donc il y aura de plus en plus certainement d'attaques faites par des musulmans. Des provocations, comme le Marocain, 47 ans, là, qui a allumé sa clope sur soldat inconnu. Bon, ce serait un militaire français, que ça ne m'étonnerait pas. Que ce serait quelqu'un qui soit au service, qui remplit une mission pour maintenir cette arabophobie, là, cette islamophobie. Je pense que c'est aussi peut-être ça. Tous ces meurtres et tout ça qui sont commandés, je pense, qui sont commandés. Pour moi, ils sont tous en service commandé, alors MK Ultra ou pas, mais ils sont tous en service commandé pour créer une islamophobie. Parce qu'une guerre civile arrangerait Macron qui activerait l'article 38 et dirait, voilà, nous sommes en guerre, je reste président, il n'y aura pas d'élection, voilà, on s'occupe plus de Brigitte, hop, j'ai les pleins pouvoirs. J'ai cru comprendre que depuis 2020, la République française n'existe plus légalement. Alors comment dire, je vous encourage, allez, je vous encourage à vous renseigner. Mais il paraît que depuis 2020, alors peut-être depuis qu'un illuminé a crié « Nous sommes en guerre » 7 ou 8 fois, en quelques minutes, peut-être que depuis ce temps-là, effectivement, la République française n'existe plus. Les lois qui ont été votées ne sont plus bonnes. Les amendes que vous avez payées n'ont aucune valeur.
c'est de l'extorsion de fonds, etc., etc. Tout ce qu'on vous a obligé de faire, les impôts, tout ça, normalement ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. C'est la République française, donc, qui est une société inscrite aux États-Unis. Cette société n'existe plus depuis 2020. Renseignez-vous. Le pays existe. Il est peuplé de personnes qui se posent des questions. Je pense qu'il n'y a pas autant d'injecter des trucs expérimentaux là-dedans. Je dis bien de trucs parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Expérimental, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Soi-disant qu'il est resté 6 millions de non-vaccinés. 6 millions. Bizarre, hein, c'est le chiffre biblique que l'on retrouve partout quand on veut chialer. 6 millions. Et puis, où ils sont? Où ils sont? Ils sont pas morts. Hein. C'est les autres qui claquent là, sur les stades. Il y en a une actrice qui est morte à 33 ans, là, une américaine. Et puis régulièrement, tous les week-ends, vous avez des week-ends sportifs, lors de rencontres sportives, des enfants, des vieux, des jeunes adultes, tout âge, meurent. Surtout les sportifs de haut niveau, étant donné que c'était obligatoire. Alors non, c'était pas obligatoire, disaient les ministres. On n'a pas le droit de demander une injection obligatoire. C'est illégal. Mais si les gens veulent aller travailler, s'ils veulent sortir de chez eux, s'ils veulent rentrer dans une pièce où il y a du monde, il faut qu'ils aient l'injection. Vous voyez un petit peu, on se retrouve à Birkenau, là, tu vois. Si tu veux rester dans le camp, il faut que tu aies l'injection ou que tu passes à la chambre. Donc on se retrouve vraiment avec toutes ces histoires. Par exemple, les gilets jaunes qui ont été encerclés, comme ça, et qui ont été gazés. C'est tellement illégal. Surtout quand on trouve du gaz sarin, il me semble, dans le gaz lacrymogène. Le fait d'encercler les gens, de les nasser comme ça, c'est un piège, hein, de les piéger, les empêcher de fuir et de les gazer. Alors surtout quand c'est des gosses, quand c'est des mamies, des mamies en fauteuil roulant, tout ça, qui sont pas armés, quoi. C'est leur balancer du gaz de guerre, tu vois, ou des munitions de guerre, hein. Les LBD, c'était des LBD en métal. Le caoutchouc et métal. C'est des armes de guerre. C'est des munitions de guerre. Et puis, là, ce sont des exécutions directes. Hein. On tire dans les yeux, on gaze les gens, on les handicape à vie. Ce sont des exécutions. La scène des Jeux Olympiques, tout ça. Les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Hein. Le fait de faire venir des femmes transgenres lutter contre les vraies femmes. Moi, je pense que Sydney Sweeney, là, ça y est. J'espère que ça marquera ça marquera la fin du wokisme. Parce que les gens les woke pensent qu'ils sont majoritaires et que ceux qui sont dans le bon, qui sont du côté du bon, tu vois. Sauf que les woke qui se pensent qu'ils sont côté du bon, eh ben, quand on voit que les gens qui ont fait, alors je ne me rappelle plus, l'œuf, Teuf, je sais pas quoi, une marque de bière, qui est une marque pour macho, hein, a mis un transgenre pour faire la pub, ils ont coulé. Jaguar a mis, je sais pas ce que c'est, si c'est des transgenres, des homos, je ne sais pas ce que c'est là, de toutes les couleurs dans un ascenseur, là, pour dire oser la couleur. Ils ont dû licencier 500 personnes. Donc non seulement la pub s'est cassée la gueule, mais malheureusement ils ont dû licencier 500 personnes pour pas couler la boîte totalement. C'est peut-être l'EF là-bas, la bière. Et par contre, les jeans, la marque des jeans, j'ai perdu le nom, ils ont, eux, mis une belle blonde aux yeux bleus, là. Sydney Sweeney, qui est une héroïne de feuilleton, hein, qui est une femme qui a une trentaine d'années, qui a son atelier de réparation de voitures chez elle. Elle retape des vieilles voitures, des vieilles Ford des années 60-70. Donc non seulement elle est intelligente, elle est habile de ses mains, mais elle est magnifique, mais elle est blanche, elle est blonde aux yeux bleus. Donc comment on appelle ça, les progressistes de mes genoux ont pleuré, tu sais, les grosses blacks aux cheveux bleus, là,
Oh, elle est moche, et c'est nazi de montrer ça, c'est nazi. Et ben la marque, elle a vendu plus d'1 million de jeans, j'ai l'impression, depuis. Et elle a grimpé de 15% dans les premières heures, quoi. Dans les premières heures de sa diffusion, elle a grimpé de 15%. Qui ne pourrait pas tomber en pamoison devant cette belle jeune fille blonde aux yeux bleus? Mais c'est vrai que depuis la guerre, ceux qui tiennent les banques, ceux qui tiennent les médias, ceux qui tiennent la plupart des commerces, des distributions de journaux, des maisons d'édition en général, bah, ces gens-là, à qui on a donné ces postes en compensation parce qu'ils ont beaucoup souffert, eh bien ces gens-là, ils ont lancé dans leurs romans, dans leurs journaux, dans leurs films, etc., une mode cinématographique, romanesque et autres, que le méchant doit être blond aux yeux bleus, avoir l'accent allemand, hein, tu vois, vivre en Amérique du Sud, en Autriche, hein, ou qu'il soit blond comme les Russes, hein. Le méchant était ou russe ou allemand. Ce qui est marrant, parce que les Russes, ils ont libéré l'Allemagne, ils ont libéré l'Europe, pardon, des nazis, mais enfin bref. Et il fallait que le héros soit un anti-héros. C'est-à-dire un juif italien, un juif polonais, Kojak, l'inspecteur Colombo, qu'est-ce qu'il y avait, celui qui faisait Indiana Jones, tu vois, tous ces rôles comme ça où ils ont des rôles je vais pas de sionistes, mais presque, dans leurs films. Et les méchants sont blonds. Les méchants sont blonds, tête rasée, les yeux bleus, voilà. Et quand une femme arrive en tête d'affiche, belle, blonde, à une belle poitrine, c'est pas une mannequin maigre, maigrichonne et tout ça, elle n'est pas musclée, quoi, elle est juste magnifique. Et ben là, à partir de là, ouais, les nazis. Alors c'était Valérie Devon, il me semble, c'est Valérie Devon, qui avait fait une interview chez Nicolas Bouvier, que je vous conseille de regarder, dont j'ai la transcription d'ailleurs, Valérie Devon me l'a envoyé, où elle dit à un moment, ça vous intéresse, je vous donnerai cet extrait, hein, elle dit à un moment que nous sommes dans un tel lavage de cerveau que déjà ce qui est bien, ce qui est considéré comme beau, c'est tout ce qui est cheveux gras, tout ce qui est tordu, bossu, sale, mal habillé, pas de cravate, pas de chemise, tu vois, le clodo moyen, eh ben c'est bien. C'est bien, quoi. C'est-à-dire l'archétype de l'âme errante du ghetto de Varsovie, ben c'est le héros maintenant. Par contre, tout ce qui est grand, brun, grand, blond, les yeux bleus, propre sur lui, qui marche bien droit, tu vois, qui est imposant, ben ça c'est mauvais, ça c'est le méchant nazi. C'est-à-dire tous ces gens-là qui ressemblaient à nos vainqueurs qui marchaient fièrement sur les Champs-Élysées, comme ça, grand, blond, aux yeux bleus. Ben là c'est les méchants. Maintenant, si tu écoutes les témoignages, et si tu regardes sur YouTube, tu peux retrouver des films faits par les Français sous l'occupation, et tu vas voir ce qu'ils disent des Allemands et ce qu'ils disent des Américains. Les Allemands, contrairement à ce qu'on voit dans les films de nos amis, dont on ne peut pas citer le nom, eh bien c'était des méchants qui violaient, qui tuaient, qui fusillaient, qui torturaient, etc. C'est le méchant nazi qui a la cicatrice partout. Alors, je ne sais pas où est mon téléphone. Non, il est peut-être là. Eh bien arrivé là, bah, on se retrouve avec un... Alors... On se retrouve avec un archétype du bon, un archétype du pas bon. Et moi j'avais remarqué ça déjà dans les années 80, quand sur Canal+, qui était le truc des bobos, le truc des jeunes, tu vois, où on a commencé à voir les présentateurs mal rasés,
Tu vois, le contraire de Mourouzi, quoi. Tu vois, exactement le contraire de Mourouzi. Donc on voyait les gens qui étaient, les présentateurs qui étaient de plus en plus mal rasés, de plus en plus avec des habits sans cravate. Après, les habits étaient froissés, volontairement froissés, les cheveux gras, et après les cheveux complètement en l'air, comme ça, tu vois. Vous voyez qui c'est le gars dont je parle, Barthès, je sais pas comment il s'appelle, Yann Barthès, je crois. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération, quoi. Les invités étaient propres sur eux, le public était propre sur eux, tu vois, et eux, ils arrivaient dégueulasses. Alors c'était costard, basket, t-shirt, mal rasé, les cheveux en l'air, des choses comme ça. J'étais vraiment, vraiment étonné, quoi. Alors j'éteins mon téléphone. D'habitude je l'éteins. Ça doit être un stagiaire qui m'écrit. Voilà. Donc les amis, je vous enverrai l'interview de Valérie Devant, ou juste l'extrait comme vous voulez. Vous nous écrivez le monde des arts martiaux gmail.com. Ça c'est l'adresse mail que j'utilise pour étayer mes discours. J'essaie de faire une analyse de ce qui se passe autour de moi. Là j'ai reçu des textes là sur l'histoire de l'aïkido. Ça décoiffe, les amis, ça décoiffe la vraie histoire, ainsi que la vraie histoire de l'Apkido, où soi-disant Choi, le fondateur de l'Apkido, aurait été un enfant adopté par le professeur de Ueshiba, mais qu'on s'aperçoit que, ce que j'avais déjà dit, que dans le concept de l'époque, hein, c'était impossible. Hein, c'était un Coréen, mais la Corée était japonaise depuis 1800 et des poussières. Donc c'était juste un gosse qui avait été employé comme domestique et qui aurait fait un stage de 10 jours, je crois, avec Takeda, puisqu'il ne pouvait pas être le domestique gardien du dojo, puisque Sokaku Takeda n'avait pas, on va dire, de dojo, et c'est quelqu'un qui était quand même itinérant, il est connu comme un sensei itinérant. D'accord, donc quand les gens veulent faire une légende, par exemple sur les gens qui font de l'Apkido veulent faire une légende sur l'histoire de l'Apkido, bon, on les comprend, hein, mais il faudrait qu'ils connaissent l'histoire du Japon et puis le concept de l'époque. Hein. Il ne faut pas dire que c'est un jeune Coréen, il n'y avait pas de Coréen, il était japonais. Né en Corée, mais japonais. Voilà. Donc les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, il est peut-être un peu tard pour faire les courses pour moi. Allez, bonne soirée les amis. Que Dieu vous garde et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est très important, après c'est trop tard et vous le regretterez. Et puis surtout, essayez d'imaginer le pire pour l'avenir de chacun. Nous sommes tous reliés. Essayez d'envoyer des bonnes énergies. Et aussi, que Dieu vous garde. Voilà, vous protège. Allez, ciao.